Samedi 31 août 2013, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end à la une de l'actualité. Brève visite hier vendredi à Port-au-Prince de la congresswoman démocrate Corrine Brown. La parlementaire américaine s'est entretenue notamment avec le président Michel Martelly de la coopération entre les États-Unis et Haïti, selon un communiqué de l'ambassade américaine à Port-au-Prince. Le directeur du projet 16-6 assure que d'ici la fin de 2014, il n'y aura personne sous les tentes et les bâches en plastique. Depuis le lancement du projet en août 2011, plus de 300 000 personnes ont été relogées selon Clément Bélizer. Le député de Lagonave, Begin Steus, se prépare à faire le dépôt d'une proposition de loi sur l'accès à l'information, les privilèges et les protections des journalistes. Il est question d'un salaire de base pour les travailleurs de la presse. Le parlementaire propose également qu'à l'instar des ONG, les patrons de médias puissent bénéficier de franchises sur les équipements et matériels de diffusion de l'information. Dans l'actualité internationale, les manifestations se multiplient en Europe contre une attaque militaire en Syrie. Mais Washington et Paris continuent de menacer Bachar al-Assad. Moscou réclame des preuves irréfutables de l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien. Première condamnation de la justice indienne dans le viol collectif d'une jeune étudiante décédée de ses blessures. Un mineur écope de 3 ans de prison. La famille de la victime est révoltée. Dans l'actualité sportive, Will Donald Guerrier appelé en sélection nationale pour remplacer Kim Jagi, blessé lors de la rencontre Haïti-Corée du Sud le 6 septembre prochain à Séoul. Donald Guerrier évolue depuis peu au Wisła Cracovie en Pologne. Gareth Bale au Real Madrid s'est fait. Le Gallois s'est engagé pour 6 saisons avec le club merengue pour 91 millions d'euros selon la presse espagnole. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement de ce journal. La congresswoman démocrate américaine Corrine Brown a effectué vendredi une brève visite à Port-au-Prince. La parlementaire américaine s'est entretenue avec des officiels haïtiens, dont le président Michel Martelly. Ils ont discuté de la coopération entre les États-Unis et Haïti, selon un communiqué de l'ambassade américaine à Port-au-Prince. Madame Brown a profité de cette visite pour se rendre à l'Institut du bien-être social et de recherche IBERS et discuter avec le conseiller légal Andolphe Guillaume sur les procédures d'adoption en Haïti. Le directeur du projet 16-6 assure que d'ici la fin de 2014, il n'y aura personne sur les tentes et les bâches en plastique. Depuis le lancement du projet en août 2011, plus de 300 000 personnes ont été relogées. Parmi elles, 44 000 ont reçu une aide financière selon Clément Bélizer, satisfait de son travail. Il rappelle que le projet 16-6 avait reçu un financement de 30 millions de dollars US du FRH et de la CRH et de 20 millions additionnels de l'ACDI pour la relocalisation des personnes qui vivaient dans les camps qui se trouvaient au Champ de Mars. Financement, projet 16-6 là, il fait retourner la Cali 44 000 personnes. Mais aujourd'hui, l'on a commencé, nous étions à 650 000 personnes en battante, nous à 200 000.
c'est 6 camps seulement. Nous te dit ça, Place Bailly, Poix Saint-Pierre, Canapé Vert, et Villa d'accueil primature, Stativio 14 et puis Maïgata Aéroport. Le projet, c'est son projet de l'UCLBP. Donc, nous avons une division relogement et réhabilitation quartier précaire. Donc, nous avons un CST à gérer. Plus, nous avons plusieurs autres fonds. Nous avons des débats avec Banque mondiale. Nous avons des débats avec des opérateurs des ONG qui ont des mais c'est nous-mêmes qui disons qui pour faire assistance, etc. Donc, nous avons plus que 300 000 personnes qui allaient depuis l'année commencé. Maintenant, pour composer la réhabilitation quartier, nous avons 8 quartiers sous CST qui étaient financés. Il y a 30 millions, je dis ça depuis ans, 30 millions qui baillent pour CST, 20 millions pour Champ de Mars. Bon, je ne vais pas plus loin que ça. Il y a toujours des rapports pour dire nous qui côté. Non, dollar US. C'est fonds. Premier 30 millions, ça c'est FRH, de CIRH, et 20 millions, c'est ACDI qui était baillé pour Champ de Mars. Donc là-dedans, il y a un retire sur Champ de Mars, il y a petit projet réhabilitation Champ de Mars, un projet qui est très intéressant que nous fait commencer, c'est le travail fort national. Souhaitablement, parce que 2014 là, si nous menons bac nous bien, nous sommes supposé finir avec mon abattatio d'ici fin 2014. Qui ça objectif là? C'est prendre quartier informel pour nous faire revenir des quartiers propres, des quartiers même s'ils modestes mais décents. Des quartiers tout côté que services de base accessibles, ça veut dire que l'école, il parle de l'eau, électricité, drainage, gestion de déchets, etc. Des quartiers tout côté que services mounio qui accès, même si vous pas jeune dans quartier directement, si quartier pas tout près vous accès aux services sociaux, ça veut dire que l'hôpital, l'école, etc. Et finalement pour nous arriver à un scénario côté que nous gagnons des résidents fiers. La problématique du logement en Haïti ne devrait pas être abordée en dehors de la question de l'aménagement du territoire et de la création d'emplois, a souligné pour sa part le directeur de la division de logement à l'UCLPB. Si les citoyens n'ont pas de travail, ils ne pourront pas se payer un logement décent, a fait remarquer David Onel. Il a indiqué que 3000 unités de logement sont actuellement en construction à Monacabri. L'idée, c'est justement de ne pas permettre de sortir côté, mais plutôt améliorer cadre côté à vivre de manière que vous vivez dans des logements décents et abordables. Je pense que c'est rêve tout le monde. Donc, il faut qu'on offre de logements locatifs qui est disponible, un logement abordable qui n'est pas trop cher, qu'on est capable de payer loyer par rapport aux revenus qu'on gagne en tout. Mais en même temps, il faut politique logement que le gouvernement mette en place. Il faut me dire, nous, très bientôt, nous finaliser le document officiel là, très bientôt, nous allons le présenter de manière officielle au public. Après que nous ayons approbation, je dirais, autorité instant décisionnelle. Il faudrait que, justement, solution de logement offrir à Mounio, que Mounio capable, ça oui, capable de louer. Et pour capable de louer, il faut Mounio gagner revenu. Donc, autrement dit, il faut lier politique logement avec d'autres politiques, comme si politique de création d'emploi. Parce que faut lier logement à emploi. Au niveau du Monacabri, où actuellement, il y a 3000 logements en construction, et il y a 1500 qui sont déjà achevés, et très bientôt, il y a un plan d'aménagement des familles qui va commencer. Nous n'avons pas de logement, nous parlons aussi de logement en milieu rural, parce que nous n'avons pas de logement. C'est en général, ce n'est pas seulement dans la zone métropolitaine, dans les villes secondaires, dans les petites villes. Il faut laisser tout le problème. Or, pour laisser le problématique de logement, ou pas qu'à laisser son pas grand politique d'aménagement du territoire. Parce qu'il y a des zones qu'on a construites, mais il y a des zones où on n'a pas construit. Là, il faut clair là-dedans. Et pour faire il faut faire des études très poussées. Actuellement, il y a une étude qui passe aussi là, c'est l'étude du microzonal de Port-au-Prince, qui définit des zones où risque cyclant très élevé. Mais quand il y a parlé de risque, il faut faire bien attention. Risque là, il y a deux facteurs. C'est vulnérabilité avec aléa. Même son ingénieur, nous allons comprendre très bien ça. Imaginons une équation qui dit risque égal aléa multiplié par vulnérabilité. Plus moins vulnérable, c'est plus risque grand. Le directeur de l'immigration, Claude Raymond Junior, annonce pour la mi-octobre la fin des travaux de réparation des locaux de l'institution à l'avenue John Brown. Depuis quelque temps, pour se procurer un passeport, il faut utiliser les services d'une agence de voyage. Comme vous tous, vous avez fréquenté l'immigration, vous vous rendez compte que le lieu n'est pas adéquat.
Nous sommes placés sur une artère principale qui est la Lue, donc nous causons énormément d'embouteillages. Et l'immigration reçoit en moyenne à peu près 3000 personnes par jour. Nous n'avons pas les locaux pour loger 3000 personnes. Depuis 3 ans, nous savons que nous sommes dans un pays où des séismes sont possibles. Donc pendant que nous faisons les améliorations, nous avons utilisé un autre stratagème, c'était de demander aux contribuables de passer par les agences de voyage. Ce n'est pas que nous voulons pénaliser les contribuables, mais par mesure de sécurité, dans cet édifice qui avait des tourniquets à la sortie, et vous savez, vous étiez là en 2010, un tourniquet, s'il y a un cas d'urgence, le tourniquet peut causer des tas de dégâts, parce qu'il n'y a pas moyen, parce que les gens doivent sortir un par un. Dans ce cas, ce n'est pas possible. Il nous a fallu améliorer le système, et moi, en tant que directeur de l'immigration, pendant la rénovation du building, j'ai demandé de passer par les agences. Quand j'ai discuté avec le ministre, il a été d'accord, parce que je ne pouvais me permettre d'avoir 3000 personnes dans les locaux de l'immigration. C'est un pays de tremblement de terre, nous le savons actuellement. En cas de séisme, malgré que le building de l'immigration avait survécu le premier tremblement de terre de 2010, sans aucun dommage, mais nous pouvons nous permettre d'avoir 3000 personnes dans une institution, dans un édifice où il n'y a que 2 petites portes de sortie qui sont complètement inappropriées maintenant que nous savons que nous vivons dans un pays de tremblement de terre. Donc pendant le réaménagement de l'immigration, disons, il y aura certains petits inconvénients qui sont malheureusement pas de notre faute parce que nous essayons d'améliorer le système et le service que nous fournissons aux contribuables. En même temps, selon les dires de la compagnie, d'ici la fin octobre, ils auront terminé. Donc nous sommes dans l'espérance et dans l'espoir qu'ils vont respecter les délais et que d'ici là, l'immigration sera opérationnelle complètement. Mais malgré ça, je dois vous dire que l'édifice continue à être trop petit pour nous. Nous n'avons pas de parking, comme tout le monde le sait. Les gens sont obligés de se garer dans les rues, des fois bien loin, et venir à pied. Certaines personnes ont peur parce que, vous savez, devant l'immigration, on a de tout. On a ce qu'on appelle les racketteurs qui nous empêchent de vivre devant l'immigration. Et ils ont accès à l'intérieur du building parce que des fois, on pense même qu'ils sont employés de l'immigration quand ils ne le sont pas. Le député de la Gonave, Begin Steus, se prépare à faire le dépôt d'une proposition de loi sur l'accès à l'information, les privilèges et les protections des journalistes. Un atelier a été organisé vendredi entre le parlementaire et les journalistes accrédités au Parlement pour discuter de cette proposition de loi qui vise notamment à fixer un salaire de base pour les travailleurs de la presse. Le parlementaire propose également qu'à l'instar des ONG, les patrons de médias puissent bénéficier de franchises sur les équipements et matériels de diffusion de l'information. Proposition de loi portant accès à l'information, privilèges et protection aux journalistes. Il y a 11 visas et une vingtaine d'articles, avec bien entendu quelques 6 chapitres. Chapitre 1, c'est de la profession de journaliste. Le chapitre 2 porte sur l'accès à l'information. Le chapitre 3 concerne la liberté d'expression. Le chapitre 4 porte sur la diffamation. Le chapitre 5 concerne les services et privilèges aux journalistes. Le chapitre 6 concerne la protection du journaliste et le dernier chapitre concerne les dispositions finales. Donc c'est une vingtaine d'articles avec quelques 6 à 7 chapitres et 11 visas qui englobaient, disons, texte qui c'est proposition de loi portant accès à l'information, privilèges et protection aux journalistes. Nous avons déjà adressé des correspondances avec patrons médias, surtout il y a une question qui est assez intéressante, c'est salaire de base pour les journalistes. Je pense que c'est important que nous contactions les médias, patrons médias, pour que nous essayions comment que nous sommes capables de gérer la question ça, pour que pas gagner ni perdant ni gagnant et que patrons médias yo d'accord que journalistes yo gon barème gon niveau plus bas que pas qu'à descendre. Donc c'est dans ce sens ça nous penser avec ça dans chapitre 5 là, dans article 18 là qui prévoit un salaire de base
pour les journalistes par catégorie. On joint 30 000 gouttes par exemple pour les journalistes professionnels à temps plein. Avantage pas trop gain dans le texte. Par exemple, prend les ONG. Les ONG qui font travail, gérer aide population malgré toute insatisfaction gagnée, ils bénéficient de franchise. Gagner article 21 de la présente proposition de loi, je lis, l'État par le biais de la direction des franchises du ministère de l'économie et des finances et après approbation du ministère de la culture accorde aux médias des facilités et droits de franchise sur les équipements et matériels de diffusion de l'information. D'où un élément important dans le cadre accès à l'information, diffusion de l'information. Le ministère de la Santé publique et de la Population a présenté cette semaine le bilan de ses réalisations pour l'exercice 2012-2013. L'accent a été mis sur la formation à travers le pays. Par ailleurs, 453 médecins formés à Cuba ont intégré le système de santé haïtien, selon le docteur Florence Duperval-Guillaume, ministre de la Santé publique et de la Population. Elle fait également état de la distribution de 2 256 000 moustiquaires dans le cadre de la lutte contre la malaria. Nous avons 212 formateurs que nous formons à curriculum qui pral reformer pour mettre à niveau agents de santé qui existaient et qui pral tout. Là nous fait cartographie pays. Nous avons côté qui gagne déjà programme communautaire côté qui pas gagné qui pral permettre que nous mettions programme communautaire ça dans tout pays jusqu'à ce que nous sûrs que nous couvrons de manière universelle, je nous dis à toute section communale avec agents de santé qui est capable de faire relais entre familles et institutions de référence. Nous avons distribué 2 256 000 moustiquaires imprégnés. Nous avons éliminé 256 gîtes parce que nous connaissons les gîtes qui baillent femelles moustiques là que nous fait là parce que là dit moustique à voler pas contre qui est mal qui est femelle là parce que c'est femelle là méchant mal là on va vivre avec elle. Donc nous avons éliminé 256 gîtes et tout nous avons traité 256 gîtes et nous avons éliminé 1265 gîtes qui pour empêcher que communauté surtout communauté rurale prend malaria. Actuellement dans le pays il y a 3 écoles d'officiers sanitaires qui fonctionnent. Il y a une au Caille, il y a une dans l'ouest, dans Tamarinier, et il y a une dans le nord-est. Nous avons 52 officiers sanitaires qui déjà travaillent au niveau du Grand Sud, parce que ça nous fait, nous prenons par département pour nous sûr que le patient formé là nous employons que y a retourner dans le département côté formé côté mounio pour être capable de faire travail que vous formé pour faire. Donc actuellement nous avons 3 écoles qui fonctionnent, nous avons 52 techniciens qui déjà employés par le ministère de la Santé publique et nous avons 123 qui en formation comme une sorte de deuxième promotion dans toute l'école. C'est une formation qui dure 2 ans, donc ce n'est pas un métier simple, banal. C'est une formation qui dure 2 ans et qui va permettre vraiment que progressivement, le pays a gagné suffisamment d'officiers sanitaires, même avec agents de santé communautaire polyvalents, qui pour répondre à besoins d'hygiène, d'éducation et de sanitation dans tous côtés, y compris dans les marchés publics. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Brève visite hier vendredi à Port-au-Prince de la congresswoman démocrate Corinne Brown. La parlementaire américaine s'est entretenue notamment avec le président Michel Martelly de la coopération entre les États-Unis et Haïti, selon un communiqué de l'ambassade américaine à Port-au-Prince.
Le directeur du projet 16-6 assure que d'ici la fin de 2014, il n'y aura personne sous les tentes et les bâches en plastique. Depuis le lancement du projet en août 2011, plus de 300 000 personnes ont été relogées, selon Clément Bélizaire. Le député de la Gonave, Begensteus, se prépare à faire le dépôt d'une proposition de loi sur l'accès à l'information, les privilèges et les protections des journalistes. Il est question d'un salaire de base pour les travailleurs de la presse. Le parlementaire propose également qu'à l'instar des ONG, les patrons de médias puissent bénéficier de franchises sur les équipements et matériels de diffusion de l'information. Dans l'actualité internationale, les manifestations se multiplient en Europe contre une attaque militaire étrangère en Syrie, mais Washington et Paris continuent de menacer Bachar al-Assad. Moscou réclame des preuves irréfutables de l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien. Première condamnation de la justice indienne dans le viol collectif d'une étudiante décédée de ses blessures. Un mineur écope de 3 ans de prison. La famille de la victime est révoltée. Dans l'actualité sportive, Will Donald Guerrier appelé en sélection nationale pour remplacer Kim Diaghi blessé pour la rencontre Haïti-Corée du Sud le 6 septembre prochain à Séoul. Donald Guerrier évolue depuis peu au Wisła Cracovie en Pologne. Carré de balle au Real Madrid, c'est fait. Le Gallois s'est engagé pour 6 saisons avec le club merengue pour 91 millions d'euros selon la presse espagnole. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.